qui me tarde, juste qui me tarde, de sentir l'odeur des merguez. Yes, he's a Jew. Non, regardez-moi, corruption. C'est marrant, lui. T'es champion du monde de la connerie, toi. Allez, on passe à la suite. On a un petit jingle, quelque chose comme ça. On a le jingle pour le MVP. Allez, on a le jingle. C'est parti. Bon, c'est le même que la semaine dernière. Hein. Pas de surprise, j'ai pas eu le temps. Non. You sacrificed for us. You're the real MVP. C'est une masterclass quand même. KD, pour ceux qui ne savent pas. KD, Kevin Durant, joueur de basket américain qui a eu... C'est quand qu'il a eu son titre MVP 2017, 2018 2016, non, avant, il me semble. avant. Ouais, je sais plus. Et Avec les qui a Warriors. fait ce discours légendaire au moment de recevoir son prix. Absolument. Donc le MVP, c'est quoi le MVP de la semaine? C'est le most valuable, c'est quoi, je le dis bien là, player. Nickel. Le meilleur joueur de la semaine ou la meilleure équipe. Commence pas avec ça, toi. On a dit que c'était que des joueurs individuels. Que des joueurs. La performance la plus marquante, la plus impactante, celle qui nous a fait kiffer. C'est un avis totalement subjectif, même si on peut apporter une nuance d'objectivité, mais ça reste quand même subjectif sur ce qu'on a kiffé nous et sur ce qui s'est déroulé évidemment. T'as quelques propositions, Pierre, peut-être quelques mentions honorables pour cette semaine. On va commencer avec les mecs qui n'ont pas fait notre top 2 du week-end, mais qui ont quand même, qui méritent d'être mentionnés. Michael Olise, on a déjà parlé pas mal pendant ce podcast, mais voilà, un but et un match XXL face à l'Ukraine, installé à ce poste de numéro 10 en EDF maintenant, on espère en tout cas. Carlos Alcaraz, dont on a également longuement parlé, vainqueur de son 6e Grand Chelem à l'US Open face à son grand rival Yannick Sinner. Il aurait mérité. Il l'aurait mérité, mais on a décidé de prendre un angle différent aujourd'hui. Et enfin, dernière mention honorable, Max Verstappen, vainqueur à Monza devant les McLaren qui étaient attendus pour dominer ce Grand Prix une nouvelle fois comme ils le font depuis le début de la saison. Eh ben non, Max la menace, toujours là dans les pots d'échappement, prêt à bondir. Et c'est ce qu'il a fait lors du départ à Monza pour prendre la tête et ne plus jamais la lâcher. Exactement, il aura laissé aucune chance. Trop fort Max encore hein, quand même. Ouais, vraiment il a fait... Surtout quand tu vois que Tsunoda fait... je sais même plus où il est, mais il est même pas dans le top 10 je crois. Donc la voiture est vraiment pas ouf. Non, il fait une perf de fou. C'est dommage que la Red Bull ne soit pas aussi constante et régulière sur la saison. Ça nous aurait fait une bataille à deux écuries et trois pilotes. Trois pilotes. Oui, voilà, une et demie. Mais voilà, pas deux pilotes de la même écurie, même si c'est passionnant. Hein. Moi, je préfère deux pilotes qui se battent de la même écurie qu'un seul pilote qui survole le championnat, comme quelques titres qu'a pu avoir Lewis. Ou Max même. Voire un ou deux titres qu'a pu avoir Max, quoi. Donc bon, c'est toujours plaisant quand il y a un peu de compétition, peu importe qu'elle soit interne ou étendue au reste de la grille. Mais, ça ne sera aucun de ces trois grands talents, grands sportifs qui nous ont sorti des perfs incroyables, même si, comme je l'ai dit, je pense qu'on aurait pu le donner à Carlito. Mais on va évidemment mettre à l'honneur nos combattants français, pas... Pour faire un petit... En fin de saison, on fera un best-of des meilleures saucisses. Ouais. Oh, à mon avis, il n'y a pas besoin d'attendre la fin de saison. Il peut y en avoir à gogo toutes les semaines. On va faire un focus sur nos combattants français, chose que n'a pas fait notre cher journal L'Équipe. Hein heureusement même à la télé, rattraper, même à la télé, sur Canal, Infosport, mes couilles en ski, il n'y a pas une mention, quoi. Si, ouais, mais même pas, genre, par contre, dans la matinale Infosport. Quand Benoît Saint-Denis combattait au Madison Square Garden, à New York, les paillettes, nanani. Ah là, c'était journal de 20h, nanani, nanana. Non, mais c'est bon. Voilà, et nous, Benoît, quand t'étais au plus bas, nous, on était toujours là. Hein. Donc voilà, vrai. Oublie pas. Hein. Oublie pas. On était là. Nous, on n'a pas besoin de la hype. Hein. Bon. Tu voulais dire quelque chose? Non. Tu m'as dit l'autre jour que t'étais descendu du train de la hype de Benoît. Ah, moi j'ai dit ça?
Non, Moi, j'ai dit je ça. rigole. Ah, Je si, prêchais le faux pour avoir le vrai. Je l'ai peut-être dit. Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai dit que j'étais très inquiet pour Benoît sur ce combat. Ouais. Bon, en tout cas, 5 Français, 5 victoires. Donc Oumar Sy, Alex Sola, c'était son premier combat. Axel Sola. Putain, j'ai fait l'erreur tout le week-end. Ouais, vraiment, je te Axel. l'ai répété tout le week-end. Access Sola et William Gomis, et évidemment Benoît Saint-Denis et Nassourdine Imavov. 5-0, dont 3-0 face à la Team Nerd. La Team Nerd, je crois que c'est bon, hein, c'est fini. Carlos Prates, il était en PLS. Ah, il chialait il du sang au bord du combat, au bord de la cage là. C'était bon ça, parce qu'il faisait le mec chaud avant les combats. Là, il gueulait, on voyait que lui, ça agitait les drapeaux du Brésil. J'ai piqué la petite bouteille de vodka dans les loges. Je fais le malin. Tu l'as de vu ça ouf. Ah non, ça j'ai pas vu, mais je l'ai bien vu chialer ses morts en tout cas après à la fin du combat là. Donc ça faisait plaisir. Bon, moi j'ai choisi BSD, Benoît Saint-Denis. Pourquoi Benoît Saint-Denis? Bon, parce que je trouve que des 5, bon, déjà c'était le co-main event, donc s'il est placé là, c'est quand même que le combat est un peu plus important que les autres, sans vouloir dénigrer le combat que les autres ont pu faire et dont les victoires ont été impactantes. Hein. Oumar Sy qui met un KO, William Gomis qui nous fait un combat maîtrisé de bout en bout, en 3 reprises, mais maîtrisé de bout en bout. Et Axel, pareil, qui termine son combat avant la décision. Donc c'était incroyable. Déjà, ça te met bien en jambes. Mais BSD, Benoît Saint-Denis, quoi. Si certains avaient douté de ce qu'il était capable de faire... Pas ici, pas dans ce podcast. Hein. Personne n'a douté. Pas dans ce podcast. Mais il a fait fermer des bouches. Moi, j'avoue, j'ai pu douter. Mais bon, il perd face à Dustin Poirier, légende de l'UFC et du MMA. Il perd face à Moïcano, qui est absolument pas un peintre. Mais c'était le mauvais moment. Enfin, il s'y est mal pris. En tout cas, depuis qu'il est arrivé dans la team Nicolas Haute, il y a eu, pas du changement, mais je dirais un affinage. Tu vois, ils l'ont bien poli. BSD, c'est quelqu'un qui est allé dans tous les sens. En tout cas, sur les 2 derniers combats, et même sur tout ce qu'on peut voir au niveau de sa com, au niveau de sa... Oui, de tout ça. Bah, je trouve qu'il a passé un step. Concernant le combat, bah, c'était incroyable. C'était une pression énorme. Déjà, le combat commence, bam, middle kick. Ah, mais ça, c'est sa marque de fabrique. Voilà, vraiment. il le fait à tous les combats. Tout le monde sait qu'il va faire ça. Mais ils se le prennent tous. Ouais, il envoie un middle énorme dans le foie là. Ça doit... Ouais. Chaque fois que je vois ça, tu l'entends claquer en plus. Vraiment, ça donne le ton pour le combat, quoi. Et je pense que voilà, Rufi, voilà, c'est les fighting nerds. Donc ils se sont préparés à tout ça. Enfin, en tout cas, du moins, je présume qu'ils se sont préparés à tout ça. Et ben, il se l'est quand même pris. Et il s'est dit, ben putain, ça frappe fort. Ça frappe très fort. Et BSD a mis une pression constante. Il était acculé, il pouvait rien faire. Bon, il a quand même donné un petit peu son menton à 2-3 moments. Il peut pas s'en empêcher. Il a envie. En fait, il a envie. S'il prend pas un coup dans la gueule, il est pas heureux. Mais voilà, au-delà de ça, c'était une performance XXL contre un prospect qui a été mis en avant par l'UFC, qui a été mis en avant par toute la communication. Hein, comme on l'a dit, la Team Fighting Nerd, c'est 4 loustiques qui viennent du Brésil, qui se sont mis des lunettes sur le visage et qui se sont dit, bon, on va créer toute une communication autour de ça pour se faire monter, se donner de la force mutuellement. Je pense pas qu'il y ait un délire de nerds ou quoi à la base, mais bon, en tout cas, c'est bien joué. Que du marketing. Ça marche, mais qui a pris un peu l'eau hein, ce week-end. Donc, et voilà. Et on a senti une puissance, une détermination. Et on a senti que Rufi, c'était pas assez fort. Je pense que BSD maintenant est prêt pour le top 10. Largement, je crois qu'il a pris quelques places d'ailleurs au classement. Il est prêt pour le top 10. Et en tout cas, il a montré que les 2 défaites qu'il a eues, c'était parce qu'il y avait un certain contexte, parce que peut-être qu'il n'était pas prêt. En tout cas, c'est un combattant ancré dans le top 15.
et qui, je pense, il peut s'attaquer au top 10 et il nous a montré pourquoi on croyait en lui et pourquoi on était derrière lui. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Mais moi, je pense que avec Nassour, j'ai été plus impressionné par la performance de Nassourdine Imavov. Pourquoi ? Parce que énorme pression pour lui avant le combat. Alors pour BSD aussi, mais c'est pas pour la BSD même aussi. Et j'ai oublié de préciser qu'il nous fait un finish quand même. Et il a un finish. Ça, on peut pas te l'enlever. C'est un point en plus pour BSD. Mais j'ai quand même quelques beaux arguments pour Nassourdine Imavov parce que c'était pas le même sorte de pression. Tu vois, BSD, il était un peu là. Allez, dernière chance. J'ai plus rien à perdre. Il faut que je gagne, sinon ça va commencer à être compliqué. Nassour, il combattait pour ne pas perdre tout ce qu'il a accompli depuis 2 ans, c'est-à-dire de fracasser des top 5, de se positionner comme le contender numéro 1 de la catégorie. Donc voilà, là, il affronte un adversaire qui est beaucoup moins bien classé que lui, qui est 6e alors que Nassour est premier. Il lui donne une chance, en fait. Il lui donne une opportunité en faisant ça et il prend un énorme risque. Donc là, s'il y avait défaite, il repartait presque, 1 an et demi en arrière parce que Caio Borraio lui passait devant et il perdait beaucoup de sa hype en sachant qu'en plus Nassour n'est pas un grand communicant, ce qui ne plaît pas beaucoup à l'UFC. Il avait très très gros à perdre et pourtant d'une sérénité à toute épreuve, il a contrôlé son combat du premier au dernier round. Il a été vraiment impérial. Caio n'a jamais vraiment été dangereux. Il a été contrôlé par Nassourdine. Alors que c'est un adversaire invaincu depuis 16 ou 17 combats d'affilée, je crois. Donc il avait une grosse hype. Encore une fois, il était poussé par l'UFC parce que lui, justement, comme tous les autres membres de la team Fighting Nerds, ils sont très marketing, ils trash talk a lot. Ils trash talk beaucoup, pardon, j'ai parlé en anglais. Ils trash talk a lot. Un peu moins. Putain, mais je l'ai refait, je suis un malade. Ils trash talk beaucoup, pardon. Et même si tu fais trop américain. Ah ouais, moi bref, je sais plus où j'habite. Et du coup, il a quand même un peu ralenti sur le trash talk là quand il a senti après le premier face à Nassour qu'il allait affronter un homme de métal. Après la première patate, après il lui levait les doigts, c'était que du respect. Tout d'ailleurs, Taylor Lapillus, il m'a régalé. On peut pas lui enlever un menton de fou furieux quand même. Ouais. Ah oui, à Caio, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On peut parce qu'il en a pris des patates dans la gueule. Attends, mais désolé, je te coupe, mais j'ai vu une séquence sur internet de Nassour en vitesse divisée par 2, quoi, en 0,5. Et même en 0,5, ça allait tellement vite. Donc la vitesse de Nassour, on se rend pas compte à la télé, mais ça avait une vitesse. Donc tout ça pour dire que oui, Ciao, je sais pas comment on dit, avait une caisse pour encaisser, c'était impressionnant. Ouais. Et Caio, il a aussi fait beaucoup de trash talk envers Nassourdine, qui est toujours resté très tranquille dans sa communication. Voilà, il répondait, mais sans jamais montrer que ça l'atteignait vraiment. Alors que dans le passé, on l'avait vu perdre ses moyens face à Buckley notamment, malgré la victoire. Mais voilà, on sentait qu'il était un peu pris par ses émotions, qu'il était énervé, qu'il avait envie de le fracasser. Là, non, il est resté juste hyper calme et il a déroulé son game plan comme il fallait. Et ça, c'est une très grosse évolution. Il comprend que c'est du business, le trash talk, pour promouvoir les combats et il l'accepte un peu mieux. Donc ça aussi, très très gros point positif pour Nassour. Et voilà, et avec cette victoire, il a confirmé qu'il était le seul légitime contender pour affronter Khamzat Chimaev, le champion absolu de la catégorie, qui soumet absolument tout le monde. Donc voilà, même s'il n'y a pas de finish, il n'était pas si loin que ça un moment dans le combat. Et sa gestion de la pression de tout l'à côté du combat a été tout simplement exceptionnelle. Et pour finir, il a eu un tendon apparemment qui a lâché dans le talon, donc il était un peu diminué quasiment tout le combat dès le début du combat. Donc voilà, ça rajoute encore plus à sa performance, même s'il n'y a pas de finish. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment impressionnant et face à un adversaire quand même plus installé que celui de BSD. Oui. Bon, bel argument pour finir. Écoute, c'est trop dur. Moi je donnerais le MVP aux 5 combattants. Non, moi j'ai une proposition pour tu peux nous mettre d'accord tous les deux. Je rigole, mais c'est très dur parce que Est-ce que c'est pas Nicolas Haute le MVP de la semaine tout simplement? 3 combattants sous ses ordres, 3 victoires. Oui. Mais c'est un peu la facilité, je trouve. Mais je pense que si on...
J'ai pas envie d'énerver Nicolas Haute, moi, personnellement. Je pense qu'il préférait qu'on le donne à un combattant, de sa team ou pas, hein, peu importe, mais qu'on le donne à un combattant malgré tout, parce que c'est eux qui vont s'enfermer dans une cage pendant un quart d'heure et qui donnent tout. Écoute, moi je voyais plus Benoît, il m'a plus impressionné sur le coup, mais j'avoue que... C'est toi qui as la décision finale. Non, à mais chaque j'avoue fois, ça, tu le sais, hein. comment tu m'as dépeint le portrait de Nassour, bah, tu m'as quand même bien convaincu. Je partageais à peu près les mêmes arguments, mais tu les as bien exposés. Et c'est vrai que mine de rien, il a quand même pris des risques à faire ce combat. Tout ça pour rester actif et montrer que bah, c'était bien lui, en tout cas sportivement, le prétendant numéro 1. J'ai peur que l'UFC, s'il se passe une dinguerie avec le combat de Reader et que ce dernier gagne, je sais pas, avec un KO impressionnant, le fasse passer Non, encore mais gros, devant. là, ils peuvent pas, c'est pas On possible. verra, ou alors qu'il fasse un rematch contre DDP. C'est possible aussi. Heureusement que Nassour a gagné, mais c'est dommage. C'est dommage qu'il n'ait pas gagné, entre guillemets, avec la manière. Mais il fait un combat Après, il a impressionnant, explosé, hein, vraiment. L'autre, il avait le exceptionnel. dos à la cage tout le combat. Ouais. Il le laissait pas respirer, il l'a étouffé tout le combat. Moi, j'ai pas c'était été magnifique. inquiet pour Nassour une seule fois. Non. Je pense que c'est vrai ce qu'il nous dit à la fin, qu'il s'est blessé. Donc ceci expliquerait pourquoi, malgré les frappes de Mahmoud qu'il mettait, elles n'aient pas été plus impactantes que ça. Parce que je pense qu'avec tous ses appuis et avec une forme à 100%, je pense qu'il le met KO. Hein. Il le met KO. Bon, après, ça n'enlève rien à la performance. Ah non. Non, Du coup, Nassour MVP? Oui, Nassour MVP du coup. Allez. Je suis encore le god des débats du Poteau Sport Club. C'est bon. Oui, si tu veux.